Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Politique et Économie. Je reçois aujourd'hui Pierre-Yves Rougeron. Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Pierre-Yves Rougeron, juriste fondateur du Cercle Aristote, directeur de la revue Perspective Libre, auteur de l'ouvrage Enquête sur la loi du 3 janvier 73. On avait déjà pu en parler, c'était d'ailleurs la première interview que je faisais pour TV Liberté avec vous, Pierre-Yves Rougeron. On va commencer par l'actualité chaude. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous enregistrons cet entretien 2 jours après le premier défilé des Gilets jaunes du 12 septembre. Qu'en avez-vous pensé, Pierre-Yves Rougeron ? Pour l'instant, le mouvement peine à se rassembler. On peut dire que cette manifestation est un échec. Et je pense d'ailleurs que, symboliquement, ce que les gens retiendront de cette manifestation, je parle pas nécessairement de la casse, des charges de CRS, parce que ça, c'était devenu proverbial. Et ça a été l'expulsion de Jean-Marie Bigard. Et en réalité, l'expulsion de Jean-Marie Bigard est symptomatique. Il a été expulsé par qui ? Il avait dit, ça a été monté en « je lâche les gilets jaunes », ce qui n'est absolument pas vrai. Il a essayé de désolidariser d'une déclaration idiote de Jérôme Rodriguez, pour qui les flics sont des nazis, et pour qui le collectif Traoré, a priori, sont des anti-nazis, voire des résistants, vu qu'ils posent avec. Et en réalité, là, vous avez eu le symbole de ce qui est arrivé aux Gilets jaunes. Les gauchistes, dont on sait depuis quand même plus de 50 ans que l'utilité qu'ils ont pour le pouvoir est de pourrir les vrais mouvements sociaux, expulsent la tendance populiste qui était celle de Bigard, parce que Bigard n'est pas du tout... Alors attention, il ne faut pas surestimer la vocation politique de cet homme-là. Mais je pense qu'on peut lui faire crédit d'une chose, c'est un populiste au sens premier du terme, c'est-à-dire c'est quelqu'un, le peuple il en vient, il entend être d'une certaine manière son avocat, et il ne veut pas insulter les flics comme catégorie. Pourquoi ? Parce qu'il a compris une chose, et lui, il appartenait au mouvement des Gilets jaunes originel, c'est-à-dire un mouvement de petits salariés, de retraités, de classe moyenne, en lien avec les corps de l'État. Rappelez-vous les scènes de fraternisation avec la gendarmerie, rappelez-vous la présence dans les premiers cortèges et sur les ronds-points du petit fonctionnariat. Ça, c'est les Gilets jaunes originels. Avant que les gauchistes, qui à l'époque d'ailleurs leur crachaient à la figure en disant que c'était du fascisme, du parafascisme, enfin vous connaissez la martingale, elle n'est pas fraîche la salade. Donc, à l'époque, M. Mélenchon trouvait que ça sentait un tout petit peu trop le petit blanc de province. Et aujourd'hui, parce que les gauchistes se sont arrivés à ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que le mouvement aujourd'hui, c'est simple, 10 000 personnes, c'est-à-dire un dixième de ce que le mouvement était capable de rassembler. C'était pas un rassemblement de gilets jaunes ce week-end, c'était le rassemblement de l'ultra-gauche, de ce qu'on appelle les Black Blocs. Alors, il y a eu toute la partie Black Bloc, donc les auxiliaires de la gauche du capital, sans lesquels la préfecture de police pleurnicherait s'ils n'étaient pas là. Ce qui est drôle d'ailleurs pour des gens qui atteignent si facilement le centre de Paris dans une manifestation qui, je le rappelle, je crois, était interdite, alors que ces gens-là sont tous fichés policièrement. Xavier Hofer était venu le dire ici. Et ce sont des gens qui, a priori, se déplacent plus rapidement que se débarrasser les prolos gilets jaunes au début du mouvement. Parce que moi, je me rappelle de souricières policières beaucoup mieux organisées que ça. Justement, Pierre-Yves Rougeron, ces gilets jaunes, rappelons-le, qui ont porté l'économie française Totalement. Durant le confinement. Mais justement, sur ce confinement, vous paraissait-il nécessaire ? Alors, moi, j'étais intervenu au tout début en disant pour moi, ça ne va pas être un confinement, ça va être une bonne vieille quarantaine. Pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on avait fait contre certaines maladies, choléra, peste, etc., et qui n'a jamais marché, sauf sur des galions pirates où on laissait mourir tout le monde, puisqu'une fois qu'avec des morts, tout est réglé. No life matters, comme aurait dit Joseph Staline. Et pourquoi ? Parce que vous mettez, ça a été dit des tas de fois, donc on va passer très vite, vous mettez des gens bien portants avec des gens malades, donc vous formez de petites microcellules disons, de ce qu'ils appellent des clusters, mais donc qui sont des petits bouillons de culture, qui, une fois qu'ils seront
déconfinés vont disons, s'avérer aptes à faire des rebonds. Donc, pour moi, il aurait beaucoup mieux fallu faire ce qu'ont fait des grandes nations comme la Corée du Sud, etc. Mais encore faut-il avoir, ou Taïwan, c'est-à-dire avoir un appareil souverain de production. Hein. L'armée taïwanaise a repris des usines de cigarettes et en a fait des usines de masques en quelques jours. Hein. Donc il fallait faire des structures. Les industriels, par la voix de Loïc Le Foch-Prigent, entre autres, l'ont demandé. Les tests, on ne pouvait les avoir parce que les vétérinaires et les cliniques privées ne demandaient qu'à les faire. Vous comprenez que des gens qui testent des troupeaux entiers sont capables de tester des populations. Hein, si vous voulez... La Russie, la Suède est un cas à part, puisqu'elle n'a pas confiné sa population et les résultats... On ne voit plus pas... personne ne parle de ce cas de la Suède. Si vous voulez, on ne voit pas en tout cas d'aggravation terrible. Si vous voulez, on nous avait promis les sauterelles et les rivières de sang. A priori, non. La seule chose, c'est qu'eux n'ont pas flingué leur économie et ne menacent pas de l'achever à coups de pelle par un reconfinement imbécile. Donc, le souci, c'est que, pour moi, l'élite française a avant tout cherché à se couvrir par la trouille. Ce sont des gens qui, comme ils ne veulent pas, mais au prix de leur vie, pas avoir à réfléchir. Ce sont des gens qui ont besoin d'entités abstraites pour pouvoir être à leur place. Hein, ils ont besoin du marché pour raisonner en économie, sinon ils ne se sentent pas bien. Ils ont besoin des big data pour gérer la société, parce qu'il faut réduire la complexité des hommes à la simplicité du chiffre, parce qu'ils sont incapables de l'empathie nécessaire pour comprendre les populations. Et quand ils ont vu les big data s'affoler par un homme qui, pardonnez-moi, qui est Ferguson, qui est un escroc. Bon, c'est pas la première fois qu'il nous faisait le coup. Bon. Neil Ferguson. Il avait promis, je crois, pour la Grande-Bretagne ou pour la France quelque chose comme 500 000 morts. Excusez-moi, c'était à mourir de rire. Et le grand problème, c'est qu'ils se sont dit, ils ont paniqué, et aujourd'hui, ils gèrent pas la pandémie, ils gèrent la peur. Ils gèrent la peur. Or, le souci, c'est qu'ils le management de la peur. Disons qu'ils ne veulent pas, ils veulent, parce qu'ils ont une... Ils ne veulent pas, si vous voulez, c'est la fameuse phrase des rois de France contre les Albigeois, tuez-les tous, et qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. Or, là, c'est exactement la même chose, qui est effrayez-les tous, que personne ne se rappelle à quel point nous avons été minables. À quel point on nous a dit que les Français étaient trop bêtes pour porter des masques, alors qu'aujourd'hui, si vous ne le portez pas, c'est 135 € pour votre face. Voilà, nous avons été au-dessous de tout. Pourquoi ? Parce qu'on a mis le pays, pour sacrifier à la société ouverte et à l'Union européenne, nous avons défrancisé le pays, nous avons fait une population... ce que j'aime appeler la double hélice, quoi, c'est-à-dire une fabrique à traître en haut et à lâche en bas. Nous avons foutu anthropologiquement le pays en l'air et avons détruit ses structures de défense et ses structures de défense économique. Et donc, pour éviter de se retrouver face à la vérité nue et face à la nécessaire prise de responsabilité qui allait avec, parce que dans une société d'hommes libres, c'est aussi une société d'hommes responsables, eh bien, on a utilisé la bonne vieille arme, la pétoche. Pourquoi pas ? Je dis juste que quand on en a été à faire ça, quand on a été à utiliser Sibeth Ndiaye, qui entrera dans l'histoire de la propagande politique par la même porte que Manuel Valls entrera dans l'histoire des brosses à reluire. Or, je pense que on ne donne plus de leçons, ni aux émirs, ni aux despotes africains, ni aux tyrans asiatiques, ni à qui vous voulez, on ne donne plus de leçons à personne quand on a été capable de se ridiculiser à ce point. Aujourd'hui, ils gèrent avant tout les conséquences de leurs propres erreurs accumulées. Certains voient dans l'Allemagne le modèle en matière de nation européenne au sein de l'Union européenne. Comment s'est débrouillée l'Allemagne pendant cette crise ? Alors, si vous voulez, moi, ça m'a... Alors je sais qu'il y a un tropisme germano-servile assez présent dans une partie de la droite nationale, mais bon... Le couple franco-allemand. Si vous voulez, on a les servilités qu'on peut, mais le grand problème, c'est que d'un point de vue technique, c'est faux. Premièrement, l'Allemagne a un système de comptage, particulièrement des morts, qui est différent du nôtre.
Deuxièmement, une bonne partie des morts en Espagne et en Italie sont des retraités allemands dont on a délocalisé l'hospitalisation. Et ce, dès M. Schröder, vous savez, celui qui était avant la pin-up Merkel. Et donc, pourquoi ? Parce que... Allemands qui ont été encouragés à aller qui ont vers ces été pays. encouragés, vous savez, la déportation, c'est une vieille histoire allemande. Or, et résultat, ces morts sont comptabilisés comme des morts locaux. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Et surtout, comme en plus, ils ont évité de tester les mourants, nous, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment, par la panique, et ça, je l'ai vu, je l'ai vu, ayant une bonne partie de famille dans le milieu médical, on a préféré faire une sorte de présomption de covidité, c'est-à-dire, si on trouve une personne âgée, puisque je rappelle que la moyenne des morts, c'est 84 ans, on va le mettre Covid, de toute façon, il est mort. Alors qu'on a eu énormément de morts de l'isolement. Je vois chez moi en Basse-Normandie, il y a eu énormément de crises, ce qu'on appelle crises cardiaques aiguës, c'est-à-dire des gens que vous retrouvez assis dans leur fauteuil, quasiment la main sur la télécommande, qui sont comme s'ils avaient été foudroyés, qui sont des maladies de l'isolement, quoi. Et le gros souci, c'est que l'Allemagne est arrivée à faire juste une chose, c'est qu'elle a communiqué sur une réussite qui n'est pas la sienne, et d'ailleurs, on va être très clair, vous voyez les chiffres d'un vrai État qui a réussi comme la Corée du Sud, même les chiffres avancés par l'Allemagne sont pitoyables. Est-ce qu'on était, Pierre-Yves Rougeron, dans un problème de santé publique, dans la gestion ? Alors, en réalité, on a été, pour ce qui est du cas de la France, mais ce qui est, du moins, les parallèles sont faciles à faire pour l'ensemble du monde occidental. Il y a les pays qui ont fait ça qui ont traité ça par la santé publique, donc qui ont laissé les médecins faire, et souvent d'ailleurs en lien avec les armées. Pourquoi ? Parce que la médecine, à ce niveau-là, devient... Enfin, il ne faut pas oublier que ce qui fait les grandes avancées de la santé publique, c'est entre autres, pas uniquement, mais entre autres les conflits, la médecine militaire. Ça a été le cas de la Corée du Sud, où ça a été géré par les épidémiologues de l'armée, Taïwan, les États asiatiques d'un point de vue général. Et nous, on a fait gérer ça par les verbeux. C'est-à-dire les médecins à haute, génial. C'est-à-dire qu'on a fait une crise sanitaire sans tout bib, pourquoi pas. On a fait gérer ça par les énarques des ARS et le cabinet du ministre, plus un conseil scientifique dans lequel il y a tout ce que vous voulez comme oiseau rare, mais relativement peu de médecins. Justement, Pierre-Yves Rougeron, pourquoi le management public a pris le pas sur la liberté médicale des médecins ? Pour une raison, c'est que pour toute personne qui n'a qu'un marteau, le monde entier est un clou. Donc, quand vous n'avez qu'un outil qui, je le rappelle, est un outil de destruction de l'État, le néo-management public, c'est d'incorporer la concurrence dans les services de l'État, ce qui est totalement en inadéquation avec toute notre théorie et toute notre histoire étatique qui a quand même près de 1500 ans. Donc, si vous voulez, nous, on n'est pas fait pour ça. Les Anglais qui l'ont testé non plus sont pas faits non plus pour ça, vu que nous sommes les deux plus vieux États d'Europe. En réalité, ça vient de différentes théories, dont certaines d'ailleurs sont des théories qui viennent de l'Allemagne hitlérienne, c'est-à-dire d'un régime... Non mais c'est vrai, vous lisez le dernier ouvrage de Chaputto, moi je me planque derrière l'historien du PS. Il écrit à Libé, lui, donc il a le droit de le dire. Donc, or le problème, c'est que ces théories-là qui ont été testées dans des États comme le Canada et qui ont été des catastrophes, parce que l'action, ce qui fait, particulièrement dans une démocratie, la force de l'État, c'est la contrepartie de sa souveraineté qui est la cohérence de la décision publique et son effectivité. Quand vous liquidez l'effectivité, gouvernance, il y a des décisions publiques, c'est la gauche, c'est la droite, il n'y a plus rien qui se passe, on ne voit plus rien. Il n'y a plus de peps, l'État n'est plus là. Les Tchétchènes à Dijon. Avant on faisait de la moutarde, maintenant. Et plus d'effectivité, et d'un seul coup plus de cohérence. C'est-à-dire que l'État qui tenait justement par sa cohérence une partie de sa majesté, ça se voit, quand vous voyez le problème, vous avez toujours ce réflexe de sens populaire. Oui, s'il y a un vrai problème, on appellera l'armée. Pourquoi ? Parce qu'elle est forte, mais aussi parce qu'elle est cohérente surtout. On aurait eu besoin d'avoir un certain nombre de jeunes en train de faire leur service militaire pendant cette crise. Alors, moi je suis partagé sur ce dossier de la conscription, mais je pense que si on avait eu un service civique et si on avait demandé aux armées, en lien avec les médecins, d'agir au lieu de... si vous voulez, on a éliminé tous les hommes de terrain pour ne garder que des gens dont les revirements
donc l'incohérence, font qu'ils ont dévalorisé la parole publique. Et qu'aujourd'hui, ils ne pourront plus jamais rien dire sans être suspectés. Et quand on voit les amitiés étranges, je ne parle pas de coucherie coupable, je parle d'amitié douteuse, ce qui est un bon début. De certains, on se pose la question, est-ce que l'Occident n'est pas en train de crever la gueule ouverte de sa propre corruption ? Je suis désolé, moi, quand je vois des gens qui s'évertuent à trouver des excuses au Conseil de l'ordre de subir des pressions d'organes privés, par exemple pour Raoult, il n'y a jamais eu d'attaque du Conseil de l'ordre, de plainte contre Raoult. C'est une association de médecins privés en lien avec les labos qui l'attaque auprès du Conseil de l'ordre. Et le Conseil de l'ordre laisse faire ça. Le Conseil de l'ordre s'attaque au professeur Perron. Enfin, faut voir qui c'est, Perron. Moi, à titre personnel, je connais malheureusement assez bien le dossier de la maladie de Lyme. Un Perron, c'est un homme qui a sauvé des centaines d'hommes et de femmes de ses mains. Enfin, c'est pas Jojo le Clodo, merde. Or, le grand souci, si vous voulez, c'est que nous avons aujourd'hui, nous avons eu toute une part de l'élite occidentale qui n'accepte pas qu'un médecin qui réussit là où il est et qui ne fait que dire ce qu'il fait. Parce que justement, s'il avait imposé quelque chose, il aurait lui-même violé la liberté médicale et ça aurait été un acte grave. La seule chose qu'il dit, c'est « moi, je fais, voilà mes résultats ». Tout ce qu'il a dit, jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, cet homme-là est plus coupable que de prendre une revue très estimable qui était le Lancet et de faire un faux en écriture qui entrera dans l'histoire des gags médicaux de ce siècle. Enfin, si vous voulez, tout est bidon, les données sont bidons, on ne sait pas où ils sont allés chercher les malades. La Spikrine, c'est une actrice porno, j'ai rien contre, mais quand même, c'est... Enfin, si vous voulez, Ils annonçaient 25% de mortalité. Ils annoncé 25% de mortalité. C'est-à-dire, où est-ce qu'ils ont trouvé ces données ? Alors en plus, il y a des hôpitaux qui n'existent pas, il y a des hôpitaux qui sont en Asie, mais ils ne sont pas en Asie. Enfin, Les Russes, eux, avaient construit près d'une vingtaine d'hôpitaux. C'est l'armée russe, une vingtaine d'hôpitaux, disons, de campagne, enfin en tout cas d'hôpitaux militaires. Pierre-Yves Rougeron, je vous propose, on va faire une pause, on reprend notre entretien dans un instant. Toujours en compagnie de Pierre-Yves Rougeron, le fondateur du Cercle Aristote. J'entendais Pierre-Yves Rougeron dans l'une de vos vidéos, je vous cite, « Emmanuel Macron se serait servi de cette crise pour discipliner des populations en maintenant les fondamentaux de la société ouverte qui sont son obsession. Il se serait servi de cette crise. » Pierre-Yves Rougeron, vous êtes un horrible complotiste. Alors, je n'ai pas de conception policière de l'histoire. Le terme complotiste ne veut strictement rien dire, donc je préfère employer ce vieux terme, disons, marxiste que je trouve intéressant, avoir une conception policière de l'histoire. J'avais émis ça à titre d'hypothèse, parce que soit ce que fait Emmanuel Macron n'a pas de sens, ce qui veut dire que nous avons un Vous retirez l'excuse de la nullité. C'est-à-dire, soit il est nul, soit il a perdu les pédales, c'est un dératé, c'est-à-dire quelqu'un qui court comme un dératé. Je ne lui ferai pas ce procès, du moins j'espère pas, parce que ce serait très très grave pour le pays. La dernière fois qu'on a eu un roi fou, c'était pendant les guerres de 100 ans et c'était le Conseil royal qui avait suppléé. Or aujourd'hui, le Conseil royal, c'est Castex, le buteur de porte. Donc, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande suppléance. Donc, le vrai problème qui se pose, c'est que soit ça avait un sens, soit ça n'en a pas. C'est-à-dire soit le président agit par des coups de com' sans aucun plan préétabli, et si c'est le cas, alors il abaisse sa fonction à sa personne. Je ne lui en veux pas, ses 4 prédécesseurs faisaient la même chose. Donc, donc il fait peser une menace lourde sur l'État. Soit son action a un sens, et comme cette action ne va pas dans le sens du bien commun, elle doit aller dans le bien privé de certains. À un moment, les choses ont une causalité tout de même. Et je prête à Emmanuel Macron suffisamment d'intelligence pour qu'il ait une causalité dans ses actes. Par contre, j'estime que c'est une causalité perverse. Point. Et apprendre à des populations à obéir quand il n'y a pas de nécessité, c'est-à-dire quand l'obéissance n'est pas une condition de la liberté, cas typique, la force du peuple britannique contre les bombardements allemands en 1940, eh bien c'est faire des lâches. C'est une société obéissante, comme vous dites, Pierre-Yves Rougeron, ou une société débile, quelque part ? À titre personnel, l'obéissance est une vertu quand
la question de légitimité ne se pose pas. C'est-à-dire quand l'ordre est légitime, légitime dans son fondement, légitime dans son but, c'est-à-dire que pour assurer le bien commun, il est normal d'obéir, et il est normal d'obéir si l'homme qui vous le commande est là où il doit être et agit comme il doit agir. Reprenons ces deux cas. Emmanuel Macron souffre tout de même, quoi qu'on en pense, d'un déficit démocratique vu les conséquences de son élection depuis le début. Déficit qu'il n'a fait que faire croître et embellir par son comportement que je qualifierais de juvénile. Il a fait l'ouverture quand même politique. Ah bah il a fait l'ouverture. C'est-à-dire qu'il a réuni tous les syndicats, il a réuni tous les tenanciers de syndicats de faillite. Donc si vous voulez, pourquoi pas, hein. Moi, dans le temps, quand j'étais petit, que j'étais à la fac de droit, en droit pénal, on appelait ça une association de malfaiteurs. Mais ça a certainement disparu. Or, dont le dernier est d'ailleurs Monsieur Bayrou, qui vient d'être nommé commissaire au plan, je crois. Hein, déjà, il y a au moins un plan, c'est-à-dire qu'on a trouvé un plan de retraite pour François Bayrou. Ça devait être ça le plan. Ils vont être 200 fonctionnaires à travailler pour lui. Oui, bien sûr. Et puis, il a dit, je vais me mettre dans les pas du premier secrétaire au plan, qui est M. Jean Monnet. Donc, si vous voulez... Vous aimez bien Jean Monnet, je crois. Si vous voulez, je pense que malheureusement, souvent, les traîtres marchent dans l'ombre les uns des autres. Donc, ça s'appelle une lignée. Donc, dynastie. Une dynastie, voilà. Et si vous voulez, Emmanuel Macron il y a un problème de fondement de sa légitimité, et puis il y a un problème de but, c'est-à-dire que revirement perpétuel, mesures qui n'ont pas de sens, abus de pouvoir caractérisé, c'est-à-dire que maintenant, on est à deux doigts de verbaliser les gens qui ne portent pas le masque tout seuls dans leur bagnole. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On est à deux doigts. Hein. À titre personnel, je trouve ça... ce n'est pas comme ça qu'on gère un peuple libre. Un peuple libre face à l'adversité, on le raffermit au sens quasiment musculaire du terme. On ne l'apprend pas à se coucher. Parce que qu'est-ce que ce sera quand il y aura une vraie menace ? Parce que si une grosse grippe pulmonaire fait que l'Occident entier se met en position latérale de sécurité, eh bien, pourquoi pas ? J'ai rien contre. Mais heureusement qu'on ne vous avait pas en 1943. Heureusement. Cette société ouverte, Pierre-Yves Rougeron, l'Open Society, comme dirait M. Soros, ne nous a ni sauvé... à la base. Ne nous a ni sauvé de la délinquance, ni sauvé de la crise financière de 2008, ne nous a toujours pas sauvé du Covid. À quoi cette société ouverte, ou à qui est-elle utile ? Alors, elle est utile pour moi à une classe sociale, c'est très simple. En réalité, si vous voulez, en termes de théorie politique, c'est la rencontre de moyens techniques, donc moyens de communication, qui ont permis de diviser les distances, particulièrement au XIXe siècle, qui est le grand siècle du raccourcissement des distances, mais de continuer au XXe. C'est le croisement donc, de la technique, de l'axe géopolitique de la post-guerre froide, c'est-à-dire du monde unipolaire américain qui a duré entre 7 et 10 ans. Le faisable et le politiquement pensable s'étant rencontrés, ça vous a fait cette théorie de la bourgeoisie conquérante, parce que c'est du bourgeoisisme, hein, pour employer le terme de Michel Maffesoli. C'est la bourgeoisie transnationale qui, en réalité, vous vend la société ouverte comme deux choses, c'est-à-dire comme une espèce d'éthique et de code moral absolument infect qui lui permet au passage de vous enquiller par la suite ce qui l'intéresse vraiment dans la société ouverte, c'est-à-dire la libre circulation des capitaux d'abord qui entraîne celle des biens, qui entraîne celle des personnes. Ce qui vous permet d'avoir le quintet en complet, financiarisation, libre-échange, Uber, sur une tranche de pain complet. Donc, si vous voulez, ces gens-là ont premièrement les moyens d'en profiter parce que souvent ils savent investir, vu qu'ils ont la force financière pour le faire, et la liquidité qui permet de placer rapidement de l'argent sur plus du capitalisme de création. On n'est plus là en Occident depuis les années 70. On est grosso modo sur ce que j'aime appeler le capitalisme du désastre, c'est-à-dire qu'on investit dans les ruines.
Et je ne parle pas de Brigitte Macron nécessairement, hein, mais vous allez nous attirer des ennuis. J'en ai déjà. Donc on investit dans les ruines, on détruit les circuits de cohérence des États et des entreprises, hein, vu qu'on Jean-Luc Gréau, dans un très bon ouvrage qui vient de sortir, Le secret néolibéral, le raconte par A plus B. On a fait la même chose aux boîtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait plus de richesses en détruisant qu'en créant, ce qui est l'antithèse de ce qu'on nous a vendu pendant des décennies sur la magie du capitalisme. Et pendant ce temps-là, on frite avec des capitalismes d'État qui, eux, sont prométhéens et créateurs. Je pense à tout ce qui se fait en Asie du Sud-Est aujourd'hui, et qui nous boufferont, on la soupe sous la tête. Et ce n'est que justice. Or, le grand problème, c'est que pour pouvoir faire passer ce projet économique et pour pouvoir le faire passer à des populations qui ont un minimum encore de verticalité, eh bien, on a habillé cette société ouverte, dont la parée de bienfaits éthiques qu'elle n'a pas. Hein, on a dit qu'elle accueillait l'autre alors qu'elle l'accueille pour balayer les sanitaires. On a dit qu'elle réduisait les inégalités à l'échelle mondiale. Ce qu'on oublie de dire, c'est que tous les pays qui ont fait du libre, et tous les pays pauvres qui ont été pris dans le piège du libre-échange ont régressé depuis la guerre froide. Et c'est leur retour au capitalisme d'État. Le cas de la Russie est absolument... Enfin, la Russie sous Yeltsin, c'est 1 million de morts. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Hein. Bon, c'est tout ce qu'on appelle la transition post-soviétique, dont Yeltsin n'est pas le seul coupable, loin de là. Ça a fait reculer l'espérance de vie en Russie, etc. Les Russes vont mieux, grâce à quoi ? Grâce à un capitalisme d'État, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, les Russes ne se terminent plus à la vodka faite d'alcool de patate faite dans la baignoire. Désolé, ça c'est un état de fait. Or, les Chinois sont ce qu'ils sont, mais la Chine est quand même la preuve. L'Occident tremble devant elle, c'est qu'elle doit aller mieux que sous Mao. Bon, on est bien d'accord. Donc, le gros problème, c'est que ce qui a réduit dans ces pays-là les inégalités, c'est l'émergence d'États forts. Ce n'est pas du tout la magie de la société ouverte, qui est d'ailleurs un mot qui est traduisible d'un point de vue langagier. Mais si vous voulez, pour bien connaître l'Extrême-Orient, qui les fait doucement rigoler, donc, alors qu'en fait, c'est l'éthique d'une classe devenue parasitaire et qui essaye, par l'écologie et par 2-3 autres bons sentiments, qui essaye de pouvoir se regarder en face le matin par rapport au rôle historique qu'elle aurait dû jouer. C'est tout. Vous évoquiez, Pierre-Yves, dans l'une de vos vidéos, je vous entendais parler d'une période de régression vers le mysticisme. Qu'est-ce que vous entendiez par là ? C'est très simple. Nous avons été les pères. Dans d'autres traditions, ça existait aussi, mais il y avait quelque chose de magnifique dans l'Occident, c'était la disputation médiévale, qui sortait des grands échanges de l'hellénisme. C'est-à-dire qu'on faisait un vrai débat, c'est-à-dire qu'on prenait un vrai débat, c'est qu'on prenait le risque de penser différemment après qu'avant. Donc on avait une liste d'arguments, et une liste d'arguments interdits, c'est-à-dire pas au-dessous de la ceinture, etc., etc., vous voyez ? Et après, on faisait marcher la raison, pas pour elle-même, pas en tant que raison raisonnante, mais pour arriver à un but qu'on appelait bien commun, qui est devenu une notion un peu tarte à la crème, mais on essayait de s'approcher de la vérité. On a eu des différents problèmes avec la scolastique finissante, peu importe, mais on a retrouvé ça par les Lumières. On a retrouvé ça par la vivacité de l'esprit français jusqu'aux années 70 au moins. Et aujourd'hui, mais à l'image de l'ensemble de l'Occident, on s'est mis à déporter notre volonté vers des automates. Ça se voit dans le domaine de la défense. Non, on fait plus de guerre. Une guerre, c'est pas un fait politique. Une guerre, c'est technique. Un bombardier, B-52, on lui passe au-dessus de la tête, on lui ratiboise la tronche, terminé. Mais tu vas pas gagner des guerres comme ça. Et la preuve, depuis qu'on a fait ça, on n'a pas gagné de guerre. Qu'on perd les paix qui suivent. Bon, CF l'Afghanistan, CF machin, CF truc. De toute la foirade de l'Occident depuis 30 ans. On s'est remis au marché, autre automate, qui devait donner monts et merveilles. Rappelez-vous Bernard Kouchner, après Maastricht, on rira beaucoup plus. Alors lui, il se marre, mais un peu bizarre sur les vidéos d'ailleurs. Il faudrait qu'il arrête qu'on lui parle d'organes, tout ça. Il a un sens de l'humour très particulier, cet homme. Mais, vous voyez, on s'est mis à ne plus avoir confiance dans l'esprit humain. On s'est mis à dire non, les automates. Et donc là, on est en plein dedans. Au lieu de faire un débat scientifique sur comment expliquer une telle foirade, comment on a abaissé l'État jusque-là,
on dit non, Raoult n'a pas fait un test en double aveugle. Et là, ce n'est pas de croire en la science, c'est de prendre la science, c'est de faire du scientisme, c'est-à-dire je n'ai plus de Dieu unique, mais j'ai un test en double aveugle unique. Ça me suffit, c'est mon hostie. Et je suis totalement ouvert au débat. Mais alors, si tu me fais pas mon test en double aveugle, je deviens un Savonarole furieux et je te crame en place publique. À titre personnel, ce n'est pas... Quand on voit que l'Asie nous surclasse dans les dépôts de brevets, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, pardonnez-moi, aujourd'hui nous sommes dans une sorte de... Là, par exemple, là où on devrait penser l'urgence de sauver des vies, de réadapter nos systèmes de santé et de recherche pour pouvoir aller vers les grandes échéances de l'avenir que le professeur Raoult, comme d'autres, ont levé, c'est-à-dire entre autres le repositionnement des molécules anciennes dans les circuits de pharmacologie, c'est-à-dire comment refaire de nouveaux médicaments à partir de molécules qui ne coûtent plus rien. Est-ce qu'on peut, Pierre-Yves Rougeron, justement... Juste un point, je termine juste un point pour que vous compreniez. Et au lieu de se poser ça, on va devenir des ayatollahs de la procédure, et c'est là où il y a un retour vers le mysticisme. À propos de procédure, on a entendu des cris de joie le 21 juillet dernier, Pierre-Yves Rougeron, lors de l'accord passé par les États membres. Et pourtant, avec ce chômage qui augmente, les écarts économiques entre ces mêmes États membres, est-ce que ces mauvais résultats, est-ce que ces écarts économiques ne risquent-ils pas de mettre l'Union européenne en danger, de la mettre en péril ? À titre personnel, rien ne met plus mon pays en danger que l'Union européenne. Donc si l'Union européenne est en danger, ça me convient. Mais les ennemis de mes amis, les ennemis de mes ennemis, vous savez. Or, le grand problème, l'Union européenne a encore tiré des traites sur l'avenir. Coup de bol, c'est les Français qui vont payer, comme d'hab. Vu que là, maintenant, ça y est, ce qu'on ose appeler les frugaux, alors qu'on voit leur endettement privé, frugaux, ils piquent pas dans la même caisse, c'est tout. Donc mais ils sont dans la dynamique de l'endettement comme tout le monde. La seule chose, c'est que c'est pas le même endettement, c'est tout. Eux refusent de payer, mais vont recevoir, et nous, on va payer, et on va recevoir infiniment moins qu'on a payé. Bon. En espérant que cet accord foire, tout simplement, l'euro est une machine à amplifier les divergences économiques. Point. Donc, à la fin des fins, quand la France ne pourra plus payer une Union européenne qui n'est rien de plus que l'une des dernières buttes témoins de la guerre froide et qui est en réalité une institution à l'agonie qui ne demande qu'à mourir, quand les Français pourront plus payer et qu'on va demander aux seuls qui sont partis avec la caisse, qui sont nos sympathiques voisins d'outre-Rhin, de rendre une partie de l'argent qu'ils ont piqué, entre autres, à nos amis italiens, parce que c'est quand même eux qui ont fait l'objet, il suffit de voir les balances target des deux tiers de l'arnaque. Est-ce que vous allez en rendre un petit peu ? La réponse sera nein, vu que l'Allemagne a fait faillite 7 fois et n'a jamais rendu quoi que ce soit à qui que ce soit. Je le rappelle pour ceux qui pensent... Les Grecs, par exemple. Les Grecs, entre autres. En réalité, cette crise ne va faire qu'augmenter des phénomènes qui sont de toute façon mécaniques. Si vous voulez, c'est l'équivalent de la guerre d'Afghanistan pour l'URSS. Ça ne va pas la tuer, ça va accélérer la fin. Je vous propose de faire une dernière pause, on se rejoint dans un instant. Dernière partie avec Pierre-Yves Rougeron. Pierre-Yves Rougeron, jusqu'à quand aurons-nous encore le choix de la souveraineté avant ce que beaucoup redoutent, une guerre civile ou une guerre intérieure ? Alors, premièrement, le terme de guerre intérieure est, à mon avis, de Stacy, c'est meilleur que de guerre civile. Nous, on avait fait un numéro de Perspective Libre là-dessus. À titre personnel, je ne suis pas totalement certain qu'on n'aille pas surtout vers une phase de brésilianisation beaucoup plus que de libanisation. C'est-à-dire que là, on est face à un État qui se désagrège dans certaines zones, les bandes prennent par une logique territoriale, elles s'affrontent, cas typique des Maghrébins et des Tchétchènes à Dijon, sur des dynamiques ethniques qui recouvrent la maîtrise du territoire pour le deal et le business, et qui se règlent à la mosquée,
pas uniquement pas par système théocratique, parce que c'est l'une des seules choses que les deux communautés ont en commun pour pouvoir dialoguer. Or, je pense que, de toute façon, on va être très clair. Soit tu n'as que les États souverains forts qui arrivent à vaincre leurs contradictions et à éviter de tomber dans les guerres intérieures. Ça, c'est les États faibles qui entrent en guerre intérieure, pas les États forts. Soit nous arrivons à redresser l'État et nous écrasons les sécessions internes. Ce qu'avait fait Vladimir Poutine en arrivant au pouvoir avec les Entre Tchétchènes, autres. il avait déclaré « Nous irons jusqu'à, je cite, buter les terroristes jusque sur les chiottes ». Jusque dans. Fin de citation. Voilà. Donc, bon, il est vrai que dans la politique française, c'est pas tout à fait ça qu'on va faire, mais enfin voilà. Et de l'autre côté, si il y a basculement vers l'affrontement intérieur, ce qui est tout à fait une possibilité, le camarade Laurent Berton l'a traité de multiples reprises, mais moi je suis pour l'instant assez circonspect sur cet aspect-là, mais les hypothèses que le nom traitées par Laurent sont peut-être viables, et en tout cas il travaille beaucoup dessus. Or, je pense que ce qui est nécessaire s'il y a basculement dans un affrontement intérieur, c'est de le gagner. Et donc de regagner la souveraineté. Donc si vous voulez, on s'en sortira pas sans souveraineté de toute manière. Soit avant, soit pendant, soit après. La seule chose, c'est que l'intelligence voudrait qu'on prenne la souveraineté avant pour se l'éviter. On va pas faire une guerre... Enfin, il faut voir ce que c'est une guerre intérieure. C'est une guerre palier à palier dans certains immeubles. Enfin, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle de la guerre moléculaire. C'est quelque chose d'atroce. Ça se règle à l'arme blanche entre voisins. Enfin, je sais pas, là, si vous voulez, vous perdez tout de suite tout héroïsme de la guerre, là, pour le coup. C'est une apologie de Jackson Pollock. Voilà, c'est pour avoir bien connu la problématique libanaise, enfin, si vous voulez, c'est atroce. C'est atroce. Pour avoir bien vu les dynamiques yougoslaves, c'est ignoble, et surtout, ça va aider des puissances étrangères qui veulent se débarrasser de la France à s'immiscer chez nous. Je pense que... Alors après, y a-t-il un point de non-retour vers la guerre intérieure ? J'en suis pas certain, parce que nous sommes face à des bandes qui avant tout sont dans une logique de business beaucoup plus que d'une logique politique pour l'instant, qui sont armées mais qui ne tiendront pas face à des unités déterminées. Je dis même pas des unités ultra entraînées, je dis des unités déterminées. Là, ils font les cadors parce que les flics ont ordre de pas tirer. C'est facile de terroriser au Kalachnikov des mecs qui doivent arriver vers vous avec des ballons de football pour jouer la police de proximité. Défier des légionnaires armés qui ont autorisation de tirer. Vous savez, le général de Gaulle disait, la guerre, c'est comme la chasse, mis à part qu'à la guerre, les lapins tirent. Quand les lapins se mettent à tirer, vous mettez à les respecter. Qu'est-ce que vous entendez, Pierre-Yves Rougeron ? Vous disiez, il faut passer de la pommade à ceux qu'on humilie depuis 40 ans pour éviter cette guerre civile. Les Français de souche. C'est eux qu'on humilie depuis 40 ans. Je voyais un article de vos confrères, ce soit dit avec toute l'affection que je vous porte, Slate. Attention, quand je dis confrères, c'est que vous faites tous les deux de journalisme, mais vous en faites vraiment. Or, Slate disait il faudrait reprendre le patriotisme aux extrémistes. Donc, extrémistes, je devais être concerné dans le lot, va droit au cœur, de la part de qui ça vient. Et donc, nous avions ces sympathiques boomers qui nous disaient, après avoir craché sur notre drapeau pendant un demi-siècle, qu'il serait peut-être temps de reprendre le patriotisme. Ah oui, pour pouvoir essayer d'avoir une espèce de, de point de concertation avec ce peuple qui sent si mauvais. Et pas seulement idéologiquement. Que n'a-t-on pas entendu à l'époque des Gilets jaunes ? Et qu'on humilie, depuis 40 ans, c'est d'ailleurs via les associations subventionnées par l'État comme SOS Racisme. Bien sûr, totalement. On réécrit leur histoire. On leur met sur le dos des trucs que ni eux, ni leurs ancêtres n'ont fait. On tait ou on efface le nom de leur héros. Ok ? On leur dit 1, 2, 3, vos ancêtres sont des salauds, et ça fait 50 ans qu'ils prennent tout ça en pleine figure sur France Culture, matin, midi, soir et nuit, est suffisant.
Et à un moment, ces gens-là, on leur dit, un peu à l'image de certaines dictatures orientales qui prennent des squelettes en disant « Peuple, je veux dialoguer avec toi », on leur dit, après 50 ans d'humiliation, 50 ans à leur avoir dit « Alors, mais tout est n'importe quoi ». Ils sont sexistes, alcooliques, ils aiment pas la nature, collabos, esclavagistes, assassins, tueurs de pandas et massacreurs d'écureuils. Et d'un seul coup, on se dit, parce que le Covid est passé par là, ah ouais, mais c'est l'octeux qui ont des idées nauséabondes. Nauséabond, c'est la pensée olfactive. On pense du nez. Hein. Donc le peuple schlingue. Ouais, vous voyez, bon. L'association d'idées est facile à faire. Ça dit, oui, mais ces gens-là existent et ils peuvent être utiles. Enfin, ils peuvent nous être utiles parce que d'un côté, ça fait de bonnes gens de maison, quoi. Et donc ces gens-là nous prennent en pitié après avoir méprisé nos armées, après nous avoir insultés. Je vous entendais, Pierre-Yves Rougeron, j'ai peut-être mal compris. Les haines identitaires sont des faits minoritaires, disiez-vous. Prenez tout ce qui est Ligue de défense noire, etc. C'est 3 fois rien en termes de nombre. C'est 3 fois rien en termes de nombre. La seule chose, ils peuvent avoir un vivier de circulation dans certaines diasporas. Mais ce vivier, cette circulation d'idées n'a lieu que sur notre faiblesse. Et je pense qu'au lieu de viser horizontalement, c'est-à-dire de viser ces communautés dans leur ensemble, au nom des reproches ignobles qu'ils nous adressent, alors que nous sommes, en tout cas pour l'immense majorité des Français, qui sont des descendants de serfs. Hein. Donc nous, on n'a esclavagisé personne. Hein. Nous, on était des esclaves mobiles. La seule différence entre le serf et l'esclave, c'est que le serf est attaché à la terre et l'esclave, lui, est un bien meuble. Tu vois, c'est tout. Hein, Or, le grand problème, c'est qu'on doit s'excuser de choses qu'on n'a pas fait, et on devrait s'excuser auprès de communautés qui, généralement, n'ont pas du tout ni mandaté, ni demandé quoi que ce soit, ni aux leaders de la Ligue de défense machin, ni à SOS Racisme, ni à d'autres pleurnichards du même type. Ces communautés ne leur ont rien demandé. Et donc, le piège qui nous est tendu à nous, patriotes, c'est de viser de manière indifférenciée des catégories qui ne veulent rien dire. Les Arabes, les Noirs. Tout ça parce que nous, on a été insultés sous prétexte les Français, les Blancs, ne réagissons pas par la même bêtise. C'est tout ce que je demande. Parce que sinon, nous allons faire de la politique identitaire, c'est-à-dire souvent de l'affrontement verbal ultra-violent, qui ne va déboucher sur rien de concret et qui ne va pas déboucher sur une reprise de souveraineté. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait que je n'étais pas assez anti-immigration. Je lui ai dit, l'immigration, c'est un problème de plomberie. C'est le niveau de l'eau qui monte. Alors vous avez une méthode. Vous dites que l'eau mange halal, et donc vous dites que c'est de la saloperie parce que l'eau mange halal. Moi, je ne demande pas à l'eau de ne pas manger halal. Je colmate la fuite et après j'écope. Voilà. Alors, c'est moins bruyant. Ça veut dire remigration. Ça veut dire remigration partielle, bien sûr. La seule chose, c'est que vous ne faites pas de remigration sans souveraineté. Déjà là, vous ne pouvez pas les empêcher de venir. Or, ce que je dis, c'est que nous verrons à la fin, comme disait Philippe de Villiers, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, nous verrons à la fin laquelle des deux méthodes est la meilleure. Je pense que d'hurler sur l'immigré est beaucoup moins utile que de reprendre les moyens d'agir sur l'immigration. C'est tout. Je pense que viser les personnes et participer à ça, à une sorte de montée en sauce et de montée en mousse qui n'aide que la société du spectacle et qui n'aide que nos ennemis, parce que eux, ils n'ont qu'à faire, si vous voulez, ils n'ont qu'à faire une clôture autour et tout le monde se frite avec tout le monde et pendant ce temps-là, Manu est réélu. Parce que le désordre rend légitimiste. Hein. Par la peur, il repassera. Moi, à titre personnel, ni par le Covid, ni par les sécessions ou les menaces de sécession ethnique ou ethno-culturelle, on ne me foutra pas la pétoche. C'est tout.
Sur cette idée de remigration, Pierre-Yves Rougeron, vous évoquez le fait que ça soit éventuellement l'État qui prenne en charge cette idée de remigration. Comment amener ces populations qui résident en France à retourner dans leur pays d'origine d'eux-mêmes? Alors, pour moi, il y a trois grandes méthodes. Enfin, il y a trois grands éléments à mettre en symphonie. Premièrement, il faut discriminer. Discriminer est un mot criminologique à la base, dont les amicales de la Pleurniche ne comprennent pas le sens. Quand vous discriminez, en réalité, vous hiérarchisez pour trouver, disons, l'essence des problèmes. Premièrement, toutes les immigrations ne sont pas négatives. Deuxièmement, il faut faire le deuil on les renverra tous. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas souhaitable parce qu'il y a des gens qui ne le méritent pas. Parce qu'ils ont prêté allégeance. Vous voyez ? Déjà, là, pour le coup, vous sortez d'une vision fantasmagorique qui est même présente parmi les patriotes, qui dit que toutes les immigrations sont liguées contre les peuples de souche. Ce qui est absolument faux. Enfin, allez demander aux Chinois de Belleville s'ils supportent leurs voisins pour autant immigrer. Allez demander aux Portugais, qui sont quand même plus d'1 million en France, s'ils supportent l'africanisation ou la maghrébisation. Vous voyez ? Donc si vous voulez, il y a de tout. Et vous allez me dire, oui, mais il y a les Européens, il y a les autres. C'est pas vrai. Une bonne partie des Européens de l'Est sont aussi nuisibles, ça se voit dans les statistiques de la criminalité, que des peuples extra-européens. À l'inverse, les Asiatiques qui ne sont pas européens sont infiniment plus désirables que beaucoup de populations d'Europe de l'Est. Et contrairement à ce qu'on croit, un Rome est un vrai Européen. Donc, parce que moi j'aime bien les gens pour qui, dès qu'il y a un problème, le peuple en question n'est plus européen parce que ça les arrange. Donc, historiquement, il n'y a pas plus européen qu'un Albanais. Alors, ça ne rend pas la mafia albanaise plus sympathique, vous me l'accorderez. Donc, et au passage, on peut dire, parce que je connais le contre-argument idiot, oui, mais eux, ils sont musulmans. Donc 20% des Albanais sont chrétiens. Et croyez-moi, en prison, vous ne différenciez pas les deux. Donc, le grand problème, c'est de voir les populations à risque, de leur appliquer une grille fondée sur les mœurs. Pour ça, vous avez la préférence nationale. Je dis bien la préférence nationale. Et la remigration, ça peut se faire de tas de manières. Vous savez déjà, une fois que vous avez discriminé ce problème, vous appliquez tout simplement, premièrement, la fin des pompes aspirantes. La fin des pompes aspirantes, la préférence nationale, il suffit. Par contre, vous êtes en sortie totale du droit européen, il faut être très clair. Et une fois qu'il n'y a plus de pompes aspirantes, il n'y a déjà plus d'intérêt à venir. Et ensuite, vous avez des tas de choses très simples, que ce soit pour ce qui est le plus touchable par nous à l'instant T, en code de la nationalité, ou là, pour le coup, il va falloir refaire de l'expulsion un acte administratif, mais vous avez, alors bien sûr, s'il y a reprise de souveraineté, et donc si on fout le droit européen un dehors, là on a toute possibilité, sauf, vous me direz, dans un cas, et c'est là le troisième volet, si les pays d'envoi ne les reconnaissent pas comme leurs ressortissants. Ce qui vient d'arriver pour le monstre qui a tué une pauvre petite gamine, je crois, à Nantes, mes souvenirs sont bons, ce grand pays européen qui est le Kosovo, qui va entrer dans l'UE à la demande de nos amis allemands, alors que 7 pays européens ne le reconnaissent pas comme autre chose création américaine. En réalité, qu'une mafia qui entoure la plus grande base américaine à l'extérieur du territoire américain, qui est la base américaine de Bond Steel. Donc, juste un point, et quand, si vous butez sur ces pays d'envoi, vous avez des tas de stratégies de traverse, par exemple de choisir un État tiers, comme l'ont fait les Australiens ou autres. Là, vous êtes en pleine potentialité. Si vous faites ce programme en 3, c'est-à-dire d'abord voir le problème tel qu'il est, et le discriminer, réduire les pompes aspirantes, préparer le retour. Et ça peut se faire dans le respect des personnes, ça se fera, ça n'a pas, il n'y a pas de violence à avoir là-dedans nécessairement,
une partie des pays d'envoi peuvent y gagner parce qu'eux gagneront des travailleurs qualifiés. Et surtout, je pense qu'il faut mettre aussi ces populations face à leurs responsabilités. C'est l'allégeance. Il n'y a pas 30 manières d'être dans un pays comme il n'y a pas 30 manières d'être dans une famille. Soit vous êtes un membre de la famille, soit vous êtes un hôte, soit vous êtes un étranger. Si vous êtes un étranger, dans ce cas-là, peut-être mieux vaut-il, pour être plus heureux, être chez soi. Parce que si vous restez ici juste en pourrissant l'ambiance, vous êtes à la fois malhonnête et malheureux. C'est triste. Soit vous êtes un hôte et un hôte sa vie avec sa valise faite au pied de son lit, phrase du général de Gaulle, soit vous adoptez les mœurs. J'aimerais qu'on termine rapidement, Pierre-Yves Rougeron, sur ce rapport de la Deutsche Bank qu'on évoquait tout à l'heure avant d'arriver sur ce plateau du 9 septembre. Les auteurs l'écrivent, l'âge d'or de la mondialisation touche à sa fin. La plus grosse erreur dans les années à venir serait de simplement poursuivre les tendances du passé. Est-ce qu'on n'assiste pas quelque part ici à un retournement de ce que vous évoquiez tout à l'heure, ces bourgeois mondialisés? Alors, il y a un grand prophète à qui nous devons tous beaucoup de choses, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, qui était notre grand maître Hervé Couteau-Bégari, qui avait écrit un ouvrage, 2020, la fin de la mondialisation. C'est peut-être vous rappelez-vous. Et tout le monde avait rigolé, c'était en 2010. On a dit, mais non, mondialisation... Heureuse, comme disait un célèbre VRP en idée morte. Et ben malheureusement, il y a un très bel ouvrage anglo-saxon qui s'appelle When Mondialization Fail, quand la mondialisation échoue. Parce qu'en réalité, c'est quoi la mondialisation? C'est un modèle de projection économique impériale qui suit une étendue technique, une unification technique du monde. Et le problème, c'est que souvent, le politique reprend ses droits parce que cette unification va vers une uniformisation qui est belligène. Il y a déjà eu plusieurs phases de mondialisation dans notre histoire. Il y a eu celle du monde méditerranéen, il y a eu celle du monde atlantique. Et souvent, les États sont sortis plus forts et plus autocentrés, parce qu'on ne se développe jamais, c'est comme un individu. On ne se développe jamais que sur soi. Parce que finalement, c'est ce qu'on donne au monde, soi. C'est aussi simple que ça. Vous y croyez à ce retournement des élites mondialisées? Alors, je pense qu'ils comprennent avant tout que la fête est terminée et que soit ils acceptent cet état de fait, et donc, comme on est dans le cadre de la Deutsche Bank, eux, ils ne feront pas tout à fait partie des gagnants parce qu'ils risquent de se faire rincer. Donc là, ils se mettent plutôt en possession de quémander. C'est-à-dire, il serait peut-être temps qu'on comprenne... En position latérale de sécurité. Voilà. Il serait peut-être temps qu'on comprenne que ça va mal se passer, qu'il va peut-être falloir renflouer 2-3 caisses, dont la nôtre. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais parce que sinon, nous allons entrer dans une phase exactement comme après la crise de 2008, de décimation du monde financier. Vous le voyez déjà avec les liquidations de personnel et autres dans beaucoup de grandes places. C'est-à-dire que beaucoup des grandes places financières occidentales, premièrement, vont être rattrapées par les places asiatiques, mais deuxièmement, la financiarisation va changer de sens, va changer de centre, et toutes les grandes banques mondiales, dont une partie des banques systémiques, n'y survivront peut-être pas. Donc, je pense que les auteurs de ce rapport, qui se sentent peut-être légèrement concernés, je ne dirais pas qu'il y a conflit d'intérêts, je dis juste qu'il y a conflit de situation, se disent peut-être qu'il est grand temps qu'on mette la pédale douce parce que l'hiver arrive et le mur se rapproche. Je pense malheureusement qu'il est beaucoup trop tard, qu'on peut faire ou tenter de faire tous les grands resets qu'on veut. C'est le système et sa structure qui génèrent des crises et qui génèrent des effondrements. Il faut bien comprendre que le système que nous avons mis en place dans les années 70 ne produit plus rien. Il est arrivé à ses fins en cachant une partie de ses échecs, entre autres en réécrivant ses propres instruments de mesure. Beaucoup de théoriciens de l'économie aux États-Unis travaillent là-dessus, entre autres. Je pense que c'est peut-être le même rapport, ou c'est une note qui a suivi des mêmes organismes, il passe d'une phase de désordre qui va suivre. Cette phase de désordre n'est que l'ombre portée
du faux ordre que vous avez créé pendant 50 ans, qui n'est rien de plus, si tu veux, ce nouvel ordre international dont parlent si bien les conseillers de Joe Biden en disant qu'ils vont le restaurer à coups de crosse, ils disent pas dans la tronche de qui, mais on a quelques idées. En réalité, ce nouvel ordre international n'a jamais été rien de plus que l'ombre portée elle-même de l'ancien désordre colonial, et le désordre qui va arriver est votre enfant. La seule chose, c'est qu'il est grand temps de retourner à un monde de la limite, parce que c'est un monde de l'humain, et donc un monde des États, un monde de la réalité, avec ses limites et ses limites acceptées, parce que c'est le seul moyen par lequel nous allons éviter que toute cette montagne de dettes et de mensonges nous tombe sur les godasses. On arrive à la fin de cet entretien, Pierre-Yves Rougeron. Je rappelle à nos téléspectateurs, je leur conseille la lecture de la revue Perspective Libre. Vous pouvez également vous inscrire au Cercle Aristote, dont Pierre-Yves Rougeron est le président. Vous pouvez également lire l'ouvrage de Pierre-Yves Rougeron, Enquête sur la loi du 3 janvier 1973. Ça donne à réfléchir. Merci Pierre-Yves Rougeron d'être venu sur notre plateau.